Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et désolé du retard, il est 20h à ma montre, 20h02 et j'étais supposée me connecter à 19h30 mais pour certaines raisons indépendantes de ma volonté, malheureusement j'ai pas pu me connecter comme prévu à 19h30, donc excusez-moi pour les 30 minutes de retard. Alors je me présente, je m'appelle Esther Fauté, je suis entrepreneur et coach. Coach depuis peu et ce soir j'ai décidé d'aborder un sujet qui me passionne, l'entrepreneuriat, et le thème de la vidéo de ce soir c'est entreprendre, quelques points à savoir avant de se lancer. Donc là cette vidéo particulièrement c'est pour ceux qui ont des projets, qui ont un projet de création, qui se posent des questions, qui se demandent comment faire, comment commencer, par où commencer, vers où se tourner. Et qui se pose des questions en fait. Donc j'ai décidé de partager mon expérience avec vous ce soir en vous proposant 6 points. Donc j'ai dit 6 points mais j'aurai un 7e point. Donc je présenterai 7 points qui pour moi en fait sont des points primordiaux avant de pouvoir commencer. Donc j'espère que vous aurez des questions. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions. N'attendez pas forcément la fin de la vidéo avant d'interagir. Donc en fait, ce soir comme je disais, donc il est quelques points à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que en général on a des projets et je veux me baser personnellement sur mon expérience personnelle. L'année dernière quand j'ai créé ok, je vais te l'envoyer tout à l'heure à la fin de la vidéo. Dès que je finis le live, je te l'enverrai tout à l'heure, Patrick. Alors, donc, je disais que l'année dernière, quand j'ai décidé de créer, j'ai rencontré certaines difficultés et je pense que pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui rencontrent ces mêmes difficultés-là. Donc, j'ai décidé de mettre en place certaines actions pour pouvoir aider les entrepreneurs à se lancer et à réussir leur phase de lancement en fait. Donc, depuis peu, je suis en train de mettre en place un programme pour aider les entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs féminins. Et donc, parmi ce programme que je suis en train d'établir, j'ai décidé de partager certaines de ces astuces que je suis en train de mettre en place avec elles. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, entreprendre, quelques points avant de se lancer. Donc, j'ai résumé 6 astuces. 6 points à savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont pour moi des points qui sont capitaux et qui sont importants de pouvoir... Enfin, ce sont des questions qu'il faut se poser avant de se lancer et c'est primordial pour pouvoir justement se lancer. Donc, le premier point, c'est écrire ton projet. Donc, il est important en fait quand on a un projet d'entrepreneuriat de l'écrire. Déjà, seul dans sa chambre, de prendre un stylo, une feuille ou son ordinateur et d'écrire son projet. Qu'est-ce que l'on veut créer? Quel est le service qu'on veut mettre en place? Il faut clarifier le projet. Te poser des questions banales. Qu'est-ce que tu veux mettre sur pied? Quel impact ton entreprise aura sur ton entourage, sur le quotidien? Comment tu comptes monétiser ton projet? Avec qui comptes-tu travailler? Comment comptes-tu faire pour arriver
à lancer ton projet? Comment comptes-tu te faire connaître? Quels sont les plans, les stratégies qu'il faut mettre en place pour y arriver? Quels sont les plans de communication qu'il faut mettre? Quel est ton plan de communication à développer? Quelles sont les actions commerciales que tu peux mettre en place pour pouvoir vendre ton projet et le commercialiser auprès des clients? Donc, il y a comme ça une série de questions que j'encourage les entrepreneurs à se poser au début du projet. Donc, quand vous avez l'idée en tête, à partir du moment où vous avez une idée d'entrepreneuriat en tête, il est vraiment important de pouvoir mettre déjà sur papier et de clarifier votre projet dans votre esprit. Comme je le dis toujours, on ne crée pas une entreprise juste pour le fun de créer une entreprise, juste pour le fun d'être appelé CEO ou pour gagner de l'argent. Oui, certes, on gagne de l'argent dans l'entreprise, mais moi je dis toujours la plus grosse valeur ajoutée qu'un entrepreneur peut avoir, c'est impacter l'entourage en fait, améliorer la vie de l'entourage. Donc, au-delà de l'aspect entrepreneur, je suis CEO, je m'appelle boss et tout le reste, il est important en fait de pouvoir non seulement avoir un plan d'action bien établi, mais surtout savoir comment monétiser son projet. Parce qu'on peut avoir un beau projet qui répond aux attentes et aux questions, aux problématiques de mon entourage, mais ce projet-là n'est pas monétisable. Comment tu comptes vivre si tu ne peux pas monétiser ton projet? Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça implique des coûts, ça implique des investissements, ça implique des coûts en fait. Et ces coûts-là, il faut les rentabiliser, il faut pouvoir les couvrir. Il faut pouvoir, toi, payer ton loyer, il faut pouvoir payer bonsoir princesse. Il faut pouvoir couvrir tes charges, il faut pouvoir payer tes coûts, il faut pouvoir payer ton loyer, il faut pouvoir payer tes employés si tu en as, il faut pouvoir payer tes charges, parce que quand tu crées, tu as des charges, donc des charges qui retournent à l'État. Donc, il y a pas mal de choses comme ça à mettre en place, en fait. Donc, si tu n'arrives pas à monétiser ton projet, alors il y a un problème. Je te demande tout de suite de t'arrêter. Donc, répondre à cette question-là, ces différentes questions, notamment les questions que j'ai énumérées tout à l'heure, vont te permettre déjà d'avoir une vision parfaite et claire de ton projet. Cela va t'aider à répondre aux problématiques que tu peux rencontrer, à réajuster ton projet et surtout à pouvoir en fait mieux l'exprimer, mieux le présenter à l'extérieur. Tu seras déjà toi confiant face à ton projet. Et c'est bien beau de vouloir créer une boîte, mais à vrai dire, comme je le disais, si tu n'arrives pas à monétiser, je te conseille de prendre un temps d'abord et d'évaluer les différentes astuces, les différents moyens que tu peux mettre en place pour pouvoir monétiser ton projet. Dès le moment où tu as réussi cette étape, alors tu as validé la première partie, enfin la première clé, la première étape de mon projet, la première étape avant de se lancer qui est écrire ton projet. Donc, ensuite, la deuxième étape c'est, est-ce que ton projet c'est un service? Alors mets en place une session de découverte pour ton entourage. Est-ce que ton projet c'est un produit? Mets sur pied un prototype pour permettre à l'entourage de le tester. Il est important, dès que tu es fixé sur ton projet, de le tester autour de toi en fait. N'aie pas peur de pouvoir parler de ton projet à l'extérieur parce que tu te dis qu'on va le voler, on va te piquer ton idée, etc. C'est vrai que ça peut arriver, mais franchement, comme je le dis toujours, deux personnes peuvent avoir le même projet, mais la manière de le réaliser ne sera jamais la même. La manière de l'exécuter ne sera jamais la même. Parce que chaque projet a une touche personnelle qui est propre à chaque personne. Je prends un exemple. Nous sommes deux à suivre une formation de pâtissière, oui, et on veut réaliser un gâteau. En réalisant le gâteau, en fait, le goût à la fin ne sera pas le même. Parce que moi, par exemple, ma manière de battre la pâte, j'ai un peu plus de force que toi, parce que peut-être je n'ai pas bien dosé les ingrédients, etc. Bref, le rendu ne sera pas le même. Et de la même manière que chaque être humain est unique et a un ADN propre à lui-même, de la même manière, ton projet est unique et porte un ADN spécifique qui te caractérise toi. Parce que ça correspond à la manière dont tu implémentes ton projet, la manière dont tu le mets en place. Donc, vous pouvez être deux à investir dans la même idée, faire le même projet. La réalisation ne sera pas la même. Donc, ne t'inquiète pas de ce côté-là. N'hésite pas à parler de ton projet, n'hésite pas à parler dans ton entourage, en fait. Tout ça pour dire qu'après que tu sois déjà fixé sur ton projet de création et que tu veux mettre sur pied, il est important d'avoir un avis extérieur. Pourquoi? Parce que les personnes autour de toi t'apporteront un regard externe.
un regard sur le projet que toi, tu n'as pas. Parce qu'ils sauront te poser des questions avec leur avis en tant que client et en tant que potentiel utilisateur de ton produit ou ton service que toi, tu n'auras pas forcément eu à réfléchir et à penser à cet aspect-là. Ils te permettront de réaliser certaines choses que tu as peut-être oubliées et te corrigeront même sur certains points que tu as pu négliger. Ne te braque pas si les retours sont négatifs. Ce n'est pas parce qu'on te dit que ton projet n'est pas bien ou parce qu'on te demande de retravailler ton projet que ça veut dire qu'on est contre toi. Non, il faut prendre du recul et avoir une certaine hauteur vis-à-vis des retours et des avis en fait que tu reçois de ton entourage. Ce n'est pas parce que le monde est contre toi en fait qu'ils vont venir te dire que non, ton projet n'est pas bien. Je me souviens, moi, la première idée que je voulais mettre en place à l'époque, en janvier, quand je me suis lancée, bonsoir Bijou, bonsoir Armand, bonsoir Gervais, bonsoir Vivien, bonsoir Fab, bonsoir Princesse, bonsoir tout le monde. Donc comme je disais, moi la première des choses que j'ai eu comme projet en janvier l'année dernière, c'était de mettre en place en fait un moteur de recherche, en fait de créer un moteur de recherche comme Opodo, JetCoast, tous ces gros sites de voyage entre guillemets, donc les Easy Voyage et tout le reste. Et la première personne à qui j'en ai parlé, c'est ma mère. Et je disais, voilà, je veux créer ça. En fait, je veux mettre en place ce truc-là qui permet de traquer les avions, faire des partenariats, tout, pour pouvoir avoir des tarifs préférentiels pour mes clients. Et ma mère m'a dit, mais attends, est-ce que tu sais que tu t'attaques à des concurrents qui sont énormes? En fait, ce sont les mêmes groupes qui ont développé tous ces gros sites qu'on connaît. Et que franchement, d'après elle, il n'y avait vraiment pas de valeur ajoutée et elle ne comprenait pas pourquoi je devais perdre mon temps, mon énergie, gaspiller mon argent pour me lancer dans un potentiel projet. D'autant plus qu'aujourd'hui, pour trouver un billet d'avion et tout le reste, même Google fait ce genre de choses. Donc, si je me braquais et que je me disais que, ok, maman, bon, en fait, tu sais, oui, tu es toujours comme ça, tu es toujours contre mes projets, machin, je me serais peut-être lancée dedans et au final, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être pas là aujourd'hui à continuer à dire que je suis entrepreneur. Alors j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, peut-être l'idée n'est pas bonne. Je veux rester dans l'univers du voyage, je veux faire dans le voyage. Pourquoi pas développer une solution autre, vu que moi je veux en fait permettre aux voyageurs de voyager avec des coûts réduits. Pourquoi pas développer une autre idée? Et en me basant sur mon expérience personnelle, en me basant sur les choses que j'avais eu à rencontrer lors de mes différents voyages au cours de mes études, j'ai réfléchi à quelles sont les difficultés que j'ai connues, quelles sont les difficultés que j'ai eu à rencontrer et quelles sont les choses que j'aurais pu ou j'aurais voulu améliorer en fait. Et c'est comme ça qu'est né Planigo. Parce que je suis arrivée dans une ville où j'ai dû... Ah, ça commence, votre connexion est faible. Bon, je vais couper. Et je suis arrivée dans... Ah, c'est bon. Désolée, j'ai un petit souci avec ma connexion internet. Donc, et je disais donc que quand je suis arrivée à New York, je suis arrivée dans une ville où j'étais toute seule et il fallait faire la visite de la ville toute seule. Je connaissais personne. Chance que je n'avais pas un problème de barrière au niveau de la langue, mais c'était pas non plus évident. Et c'était pareil quand je suis partie pour mes études et quand je suis partie au Canada pour mes stages. Bref, j'ai toujours rencontré ce genre de problème. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment pour une autre personne, je pourrais faire pour que, en fait, la personne ne rencontre pas les mêmes difficultés que moi j'ai rencontrées. Et c'est comme ça qu'est né Planigo. L'idée, c'était de permettre de rencontrer des potentielles personnes avec qui j'allais voyager, mais de rencontrer aussi des locaux. Ça veut dire que si je pouvais nouer des contacts à New York avant de partir, au moins j'aurais pu arriver sur place, avoir quelqu'un qui me recevra à l'aéroport, avoir quelqu'un qui me mènerait visiter, avoir quelqu'un qui m'accompagnerait pour me dire, ok Esther, voici le centre commercial, voici comment ça se passe ici, voici. On connaît tous les difficultés qu'on arrive pour la première fois dans un pays où on ne maîtrise même pas la langue, ou dans un pays où on ne connaît personne. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Planigo. Mais si je m'étais basée sur la première idée que j'avais en me disant que non, ma mère dit ça seulement parce qu'elle est contre moi, elle ne veut pas que j'investisse et tout le reste, je serais juste restée là en fait. Et rester bloquée sur ce projet qui m'aurait fait perdre de mon temps et de mon argent. Aujourd'hui, j'ai créé Planigo qui répond plus aux attentes des personnes. Parce que j'ai pu être attentive aux questions, attentive aux retours
de mon entourage, attentive aux choses qu'on ait pu me dire. Et ça m'a permis de réajuster le tir. Ce n'est pas parce que tu as un projet d'entrepreneuriat là tout de suite qu'il faut te lancer, que l'idée, la première idée qui vient est toujours la bonne. Non. L'idée, c'est qu'une idée. L'idée se retravaille. L'idée, comme je disais tout à l'heure dans le premier point, il y a des questions à se poser. Et en fonction des réponses positives que tu as à ces questions-là, tu peux maintenant rajuster et continuer à te lancer dans cette direction que tu as eu à prendre. Donc, pour revenir à ce que je disais, ne te braque pas si les retours de ton entourage sont négatifs par rapport à son projet. Et prends du recul, aie assez de hauteur sur les retours négatifs que tu as. Sache les analyser en fait. Et si malgré tout, malgré que les conseils, malgré que les retours de ton entourage soient négatifs, tu veux quand même te lancer, ok, libre à toi, mais tu te lances en connaissance de cause en fait. Tu te lances en connaissance de cause. Échouer, ce n'est pas un problème, mais il faut savoir échouer et rebondir après. Échouer, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. Au moins, tu sauras comment rebondir et tu sauras tirer une leçon de ce qui n'a pas fonctionné en fait dans ce que tu as eu à faire. Donc, et avec du temps, tu gagneras de l'expérience et tu sauras comment mieux agir pour la prochaine fois. Donc, pour faire un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver, bonsoir Bertrand, Caroline, Patrick, Sabine. Donc, j'étais en train de partager en fait certains points pour pouvoir entreprendre, certains points qu'il fallait traiter, enfin les questions qu'il fallait se poser avant d'entreprendre. Et en numéro 1, j'ai dit qu'il était important d'écrire sur un papier son projet, de l'écrire dans tous les états inimaginables et possibles. Tu te poses des questions sur l'impact que ça peut avoir, comment le monétiser, comment mettre en place un plan de communication, comment faire pour que mes clients me connaissent, comment faire pour que les clients adhèrent au projet, à quel prix je vais vendre mon produit ou mon service. Parce que comme je disais aussi, un projet qui n'est pas monétisable, écoute, ça ne sert à rien de se lancer dedans. Ensuite, en deuxième partie, j'ai dit, dès que tu as mis en place, dès que tu es fixé et que tu as réussi à répondre à toutes ces questions et que tu as des réponses positives, il est important de pouvoir tester si c'est un service, de faire un test sur ton service auprès de ton entourage, ou si c'est un prototype, un produit, de mettre en place un prototype, je vais y arriver, pour pouvoir en fait faire tester le produit. En troisième point, bonsoir Bijou, en troisième point, il est important d'établir une étude de marché. L'étude de marché fait partie des étapes clés de la création d'une entreprise et du business plan. En effet, pour vendre un produit ou un service, il est nécessaire de cerner le marché sur lequel on sera positionné. Et l'étude de marché s'effectue en 3 temps. C'est d'abord la détermination de la nature et de la tendance du marché, l'identification des clientèles ciblées et analyser la concurrence. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, passer par un organisme ou une agence pour réaliser une étude de marché, par un cabinet pour réaliser une étude de marché, ça coûte de l'argent. Et évaluer si réellement, parce que le but de l'étude de marché, c'est de savoir si réellement j'aurai une clientèle qui serait capable à utiliser le produit en question et connaître un petit peu la tendance du marché, savoir ce que les concurrents que j'ai sur le marché ont mis en place comme service et comment faire pour ajuster mon offre pour permettre en fait de lancer sur le marché et de gagner une part de clientèle de mes concurrents. C'est aussi ça. Et c'est à ces questions-là en fait que l'étude de marché répond. Donc aujourd'hui, tout est mis en place. Il y a plusieurs manières en fait avec les nouvelles technologies et l'accès à Internet, etc. Il y a tellement d'outils gratuits en ligne qui sont là pour vous permettre de réaliser une bonne étude de marché. Je précise bien pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que si vous avez les moyens, passez par, il y a Créatest, il y a différents organismes aujourd'hui, passez par un cabinet par exemple. Je sais qu'en France, ici, les écoles de commerce sont des juniors entreprises qui réalisent des études de marché qui sont plutôt très très bonnes et qui sont moins chères que ce que vous pouvez trouver en général sur le marché. Donc, si vous avez des moyens financiers, n'hésitez pas à passer par ce genre d'organismes qui sont habilités et qui sont spécialisés dans ça. Si vous n'avez pas de moyens, et que vos moyens sont très très faibles. Aujourd'hui, tout est possible grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux pour pouvoir mettre en place une étude de marché et pouvoir réaliser une bonne étude de marché surtout. Donc, je vais vous donner quelques points. Alors, moi, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai utilisé des Google Forms. C'était un Doodle Doc
que j'ai mis en place. J'ai fait un questionnaire, j'ai posé des questions de savoir le sexe, de savoir l'âge des personnes que j'interrogeais, de savoir si c'était enfin la situation professionnelle des personnes que j'interrogeais. J'ai posé des questions, si je me base sur mon étude de marché, si je me souviens bien, j'ai demandé quelle était la tendance, si ces personnes avaient l'habitude de voyager, quelle était leur tendance pour voyager. J'avais posé quoi comme autre question, est-ce qu'ils sont prêts à voyager avec des inconnus, qu'est-ce qui les incitera à voyager avec des inconnus. Bref, là c'est particulièrement pour mon exemple à moi, parce que c'était des questions dont j'avais besoin, des réponses dont j'avais besoin pour pouvoir réajuster mon projet, et en fonction de ça, voir comment monétiser ce projet là. Donc aujourd'hui, avec les Google, il y a les Google Forms, donc le Doodle Doc, moi c'est ce que j'ai utilisé, j'ai créé un Doodle Doc. Et sur ce Doodle Doc, en fait, j'ai posé toutes les questions que je voulais savoir et qui étaient primordiales, en fait. Parce que il y a des questions qui reviennent toujours. Le sexe, l'âge, la situation professionnelle, en fonction du projet que vous voulez faire. Peut-être l'habitation, en fait. Si c'est en Afrique, si c'est en Europe, si c'est en Océanie. Bref, il y a certaines questions qui reviennent toujours. Ça, c'est propre à toutes les études de marché que j'ai pu voir et celles que j'ai eu à faire. Et ensuite, vous rentrez dans les questions spécifiques à votre projet. Je vais mettre en place, je sais pas, je veux vendre une boisson. Je veux vendre une boisson et tout à base de fruits. Donc, je veux poser les questions. Quel type de fruits vous aimez? À combien vous pouvez acheter un jus de fruits? Où est-ce que vous achetez vos jus de fruits? Ces genres de questions, par exemple, de savoir combien mon client peut mettre pour acheter un fruit, va me permettre, moi, d'ajuster mon prix en fonction des retours, de faire une balance. Bien sûr, on évalue combien ça va me coûter au niveau des charges que je dépenserai pour fabriquer mon jus, etc. Mais ça va me permettre, en fait, d'avoir une fourchette de prix pour, moi, ajuster mon produit et le placer sur le marché. Le fait de savoir où est-ce que mes clients achètent souvent leur jus me permet de savoir que, ok, si je veux mettre en vente un jus, je vais aller dans les grandes surfaces, je vais aller dans les magasins bio, je vais aller chez le boutiquier, etc. Donc, pour chacun de vos projets, il y a des questions comme ça propres et spécifiques qui vous permettront de savoir plus ou moins, comment aiguiser votre tir, en fait. Donc, c'est pour ça que l'étude de marché, j'insiste vraiment dessus. Il est important de vraiment la faire et de bien la faire. Parce qu'une étude de marché qui est mal faite, vous plantez votre projet. Donc, prenez le temps nécessaire, investissez les moyens qu'il faut investir dedans. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment sur cette étude de marché que tout votre projet repose. Et ça vous permettra de savoir comment, pour ne pas rater votre entrée sur le marché, en fait. Parce que si vous faites une mauvaise entrée sur le marché et que vous vous ratez, ça va être difficile de pouvoir réajuster le tir. Donc, pour revenir à mon expérience, j'ai fait un Google Doc où j'ai posé des questions spécifiques au voyage. J'ai demandé si les gens étaient prêts à voyager, s'ils étaient prêts à utiliser une plateforme comme celle que je mettais en place, s'ils étaient prêts à voyager avec les inconnus, quelles étaient les raisons qui allaient les inciter à voyager avec les inconnus, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, est-ce que c'est le fait d'avoir des tarifs préférentiels, est-ce que c'est le fait d'avoir des réductions, est-ce que. Et j'ai fait cette étude de marché et je l'ai fait tourner sur Internet. Donc, j'ai publié dans des groupes, j'ai demandé à des amis de partager. Aujourd'hui, Facebook, LinkedIn, Twitter, je ne sais pas quel réseau, Periscope, faites des lives, je ne sais pas. Il y a 15 millions d'opportunités aujourd'hui qui vous permettront d'envoyer par mail à tous vos contacts. Envoyez à vos réseaux d'anciens étudiants, en fait, d'anciens camarades d'école. Faites tourner votre étude de marché et rassurez-vous en fait d'avoir un nombre de réponses bien conséquent et hors de votre entourage. Parce que ce n'est pas votre entourage seulement qui va, et je dirais même, ce n'est pas votre entourage qui va consommer votre produit. Votre produit est fait pour être commercialisé à l'extérieur. En général, quand on crée, on ne compte pas sur son entourage. Mais ce sont les personnes extérieures qui viendront consommer notre produit. Donc, faites tourner votre étude de marché et attendez, ne la terminez pas avant d'avoir un nombre conséquent de réponses qui vous permettront de faire une analyse bien précise de ce que vous avez eu à mettre, de ce que vous avez eu à recevoir comme retour. Donc ça, c'était pour le point numéro 1, en ce qui concerne l'étude de marché.
Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est réaliser des enquêtes, que ce soit des enquêtes ou des enquêtes ou des interviews, que ce soit de groupe ou que ce soit individuel. Sollicitez des personnes autour de vous, l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Allez dans la rue, allez à des rencontres. N'hésitez pas à aborder les gens en fait pour parler, pour leur poser des questions dans le cadre d'une étude de marché. Soyez bref, soyez concis, soyez précis. Dites aux gens que, ok, bonjour madame, vous êtes dans la rue, vous dites bonjour madame, moi je vous permets de vous poser est-ce que je peux vous prendre quelques minutes? Je veux vous poser des questions dans le cadre de lancement d'un projet. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser ce service? Si oui, bref, 2-3 questions, parce que dans la rue en général, déjà quand vous abordez quelqu'un dans la rue, on vous dit, oula, les gens sont en mode, oui, je suis pressé, oui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, pour que quelqu'un s'arrête et vous écoute, franchement, vous avez 2 minutes à accorder. Cette personne a 2 minutes à vous accorder. Et donc, en 2 minutes, il faut que vous soyez capable de poser vos questions et d'avoir les réponses qu'il vous faut. Donc, s'il faut utiliser comment ça s'appelle, un truc là pour enregistrer. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Pour pouvoir retenir les réponses. Parce que remplir un questionnaire et tout ça dans la rue, bon, les gens n'ont pas le temps et ça les fait fuir. Donc, n'hésitez pas à mettre en place ce genre d'action ou n'hésitez pas à mettre en place des enquêtes en groupe ou individuelles où vous demandez à certaines personnes de tester un produit ou de répondre à une enquête de satisfaction. Vous faites des entrevues individuelles, etc. Donc, pour le troisième, ça c'est ce que je pouvais dire pour ce point-là. Pour le troisième point, comme j'ai dit dans le précédent, mettons en place une séance dans le point précédent que j'ai développé, mettons en place une séance en fait de test pour le produit ou le service que vous voulez lancer. Et à la fin, donc par exemple, si c'est pour, je reprends mon exemple du jus de fruits, n'hésitez pas à faire une dégustation de votre jus. Et en fonction et après ces dégustations-là, maintenant, vous pouvez poser des questions à vos clients, enfin, à vos clients, oui. Poser des questions, en fait, aux personnes qui ont passé l'étude de marché et demandez-leur, en fait, ce qu'ils pensent. Quels sont les points d'amélioration? Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs? Qui vous spécifie ce qu'ils ont aimé dans votre jus. Est-ce que c'était sucré? Est-ce que c'était salé? Est-ce que c'était... Enfin, salé. Est-ce que c'était acide? Pardon. Qu'est-ce qui pourrait suggérer pour améliorer le produit? Si par exemple c'est un jus d'orange, vous pouvez dire qu'ok, à part le jus d'orange, qu'est-ce que vous aurez aimé avoir comme parfum? On va te dire, ok, je veux peut-être avoir un jus, je préfère un jus de mangue, je veux un jus de goyave, je veux un jus de papaye. Vous voyez, ce sont des questions, en fait, après avoir testé votre produit ou votre service auprès de ces personnes, faites une enquête de satisfaction et prenez en compte les retours de vos clients. Il est important de prendre ces retours-là. Il faut demander aussi, donc après ce qu'ils ont aimé, il faut demander s'ils sont prêts à se procurer ce produit. Donc vous demandez, vous venez de goûter ce jus d'orange, madame, est-ce que demain si vous allez au supermarché, vous serez prêt à acheter ce produit? Si oui, à combien vous serez prêt à l'acheter? Sinon, pourquoi vous ne l'achèterez pas? Est-ce que vous recommanderez le produit à votre entourage? Et c'est comme ça même que vous faites une pub de manière indirecte. Sans mettre de l'argent, parce que en sortant de là, je vais rentrer pour dire que hey, j'étais à une dégustation de produits aujourd'hui, j'ai goûté ce produit, et donner des échantillons à ces personnes en partant. Ils vont rentrer chez eux, ils vont faire goûter à leur famille, faire goûter à leur entourage, et c'est comme ça que ça va aller de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Donc vous voyez, il est très important de mettre en place cette partie d'études de marché. Donc, et indirectement, en fait, ces personnes qui ont testé, qui ont réalisé votre étude de marché seront vos ambassadeurs. Parce que s'ils ont apprécié, ils vont dire à leur entourage que voilà, moi j'ai apprécié ce jus. Et ils seront même, ils seront vos premiers clients. Voilà, c'est ça. Ils seront vos premiers clients. Donc, pour terminer, il est important vraiment de savoir quelles sont les solutions et les points d'amélioration que vos clients et ces personnes qui ont réalisé l'étude de marché peuvent vous suggérer. Donc, donc pour revenir dessus, je vais encore développer un autre point. Le client adore se sentir écouté. Il adore se sentir chouchouté, comme un petit bébé. Donc, le fait qu'il se sente concerné par le produit et qu'il se sente écouté, et de voir que son avis est pris en compte et que ce qu'il dit n'est pas seulement dans le vent, donc ça peut lui faire en fait, ça peut donner un sentiment d'implication dans la marque. Voilà, son retour vis-à-vis de la marque en fait est accentué.
Je ne sais pas si j'ai vraiment utilisé le bon. Je sais pas. Je suis en train de chercher le mot marketing et je ne le trouve pas. Son attrait, son implication dans la marque, oui, est accentué en fait. Et donc le fait de savoir que son avis est pris en compte, tout ça, on a incité à se sentir plus connecté aux services ou aux produits. Et cela va accroître son degré d'implication dans votre marque. Et il sera même un ambassadeur pour faire votre publicité autour de vous. Bref, donc pour terminer, il y a sûrement d'autres sur Google, d'autres liens, d'autres moyens de réaliser des études de marché et tout le reste. Donc n'hésitez pas à faire des recherches en ligne. Et il y a des choses mais vraiment accessibles et gratuites en ligne. Donc un quatrième point, après l'étude de marché, réaliser un business plan. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? Et c'est ce qui bloque en général certaines personnes. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment bloqué. J'ai fait plus d'1 an avant de rédiger mon business plan. Parce que bon, je ne savais pas comment m'y prendre et tout ça. Et c'est surtout que j'avais la flemme de le faire, je dois avouer. Mais il est important de réaliser son business plan en fonction du produit ou du concept que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'un business plan? Parce qu'on se pose souvent la question. Un business plan, c'est un document écrit permettant de formaliser votre projet d'entreprise. Il est plus qu'essentiel en fait, et c'est la seconde étape de création d'une société après l'étape d'étude de marché dont je viens de parler. Ce document doit être concis, il doit être bref, il doit être précis et il présente à la fois le ou les porteurs de projet, explique le pourquoi du projet, donne les résultats de l'étude de marché, fait l'état des lieux de la concurrence, en gros, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme service, à combien ils monétisent leurs services, quelles sont leurs stratégies, etc. Donc, il y a une grosse partie sur l'étude de la concurrence. Dans ce business plan, on a un établissement du plan financier. Qu'est-ce que ça va m'engendrer comme coût si j'embauche, si je dois acheter du matériel, si je dois prendre un local, si je dois acheter des licences, si je dois prendre une voiture de fonction, si je dois payer... Bref, tout ce qui peut impliquer une création en fait. Donc le plan de financement permet de savoir ça, de savoir toutes les charges et de savoir aussi les produits. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme service qui va me coûter, à quel prix je vais pouvoir vendre ce produit, comment faire pour évaluer afin que les services, enfin les produits, donc mes rentrées d'argent puissent couvrir mes charges. Donc c'est dans le plan de financement que vous voyez tout ça. Et vous voyez surtout au bout de combien de temps votre entreprise sera rentable. Parce qu'en général, on commence voici 0. En général, on commence là. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'entreprise est supposée faire des progressions. Et en fonction des progressions, le business plan permet de calculer à partir de quel mois, après la création, le lancement, vous pouvez être rentable. Donc, à partir de quel mois vous allez passer à 0 de chiffre d'affaires et à partir de quel mois vous allez commencer à faire des rentrées d'argent. En fait. Donc, c'est dans le plan de financement que vous aurez toutes ces réponses-là. Vous aurez aussi une partie sur le choix juridique. Pourquoi vous prenez plutôt un statut d'auto-entrepreneur, un statut de SAS, un statut de SASU. Donc, c'est création associée, société anonyme simplifiée, société actionnaire unique. Bref, je ne suis pas calée dans tout ce qui est statut juridique. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est tout ce qui est l'aspect juridique. Donc, donc voilà, c'est certaines je ne connais pas le business plan en cœur. Il y a plein de sites de business plan. Je mettrai le lien d'un que j'ai utilisé qui est super top, je trouve, de tout ce que j'ai regardé. Donc, ce business plan va vous permettre d'évaluer toutes ces questions-là, en fait, de répondre à toutes ces questions et de détailler. C'est un document qui sera utilisé à la fois pour collecter les financements auprès des investisseurs, mais il peut aussi être utilisé pour être présenté à votre banquier dans le cadre d'une demande de financement, une demande d'emprunt, etc. Donc, en général, on suit le business plan pour aiguiser aussi son projet. Donc, si on a réussi à faire une première partie et qu'on veut faire des ajustements sur le projet, on fait une levée de fonds et tout le reste. Bref, le business plan, il évolue. Ce n'est pas un document qui est fixe. Le business plan évolue en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, je récapitule les 4 premiers points. Donc, c'est mettre ton projet sur papier. Ensuite, fais tester ton projet, ton produit ou ton produit en mettant en place un prototype
ou fais tester ton service en mettant en place une action auprès de ton entourage. Ensuite, en troisième position, réalise une étude de marché. En quatrième position, réalise ton business plan. En cinquième position, j'ai mis rechercher des financements et tournez-vous vers des organismes d'accompagnement. Donc, dès que l'étude de marché et le business plan ont été réalisés, il est temps de sortir de l'isolement et de se créer un réseau. C'est vital et primordial. Moi, c'est l'erreur que j'ai eu à faire et que je déconseille vraiment les entrepreneurs de faire, c'est de rester isolé. Parce que j'étais chez moi, à Lille, je ne sortais pas de chez moi, je travaillais de la maison vu que je ne pouvais pas me payer un local ou cela. Donc, je suis restée dans mon cocon, enfermée, à même enfant, me tourner les pouces. Au lieu de sortir, aller à la rencontre d'entrepreneurs, aller à la rencontre, faire du networking en fait. Essayer de parler de mon projet, essayer d'avoir des astuces et tout le reste. Donc, je suis restée chez moi. Donc, je déconseille vivement les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer, qui ont des projets, mais qui n'ont pas encore lancé, de rester isolés. Ouvrez-vous au monde. Allez dans des soirées de networking, allez dans des after-work, allez rencontrer des personnes, allez poser des questions à des personnes qui ont déjà créé ou qui ont déjà accompli ce que vous voulez passer. Mais vraiment, sortez de l'isolement, ne restez pas enfermés. Nouez des contacts. Dans une précédente vidéo, j'ai dit comment il était important de se bâtir son réseau. Cherchez à rencontrer des gens, allez prendre des conseils, poser des questions sur les difficultés que ces gens qui ont déjà créé ont eu à rencontrer et comment ils ont fait pour vaincre ces obstacles-là. N'hésitez pas à nouer des contacts avec des potentiels partenaires de business. Vous pouvez par exemple trouver une personne, vous recherchez un partenaire, un investisseur, vous pouvez trouver un cofondateur pour votre entreprise. Si vous êtes seul, vous pouvez trouver des partenaires, des potentiels associés. Donc, c'est en sortant, en allant voir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui sont mises en place, mais franchement, rien ne change le contact, le relationnel. Allez discuter avec ces personnes-là. Regardez comment ils fonctionnent, regardez. C'est vrai qu'on ne peut pas le deviner tout du premier regard, mais échanger avec ces personnes, discuter avec ces personnes, ça peut vraiment être utile. Par exemple, si vous avez besoin vous avez besoin d'un graphiste, dans ces rencontres-là, vous pouvez trouver un graphiste. Et si le courant accroche bien et tout, au lieu de vous faire payer ou de vous faire payer le gros prix, il peut vous faire une réduction si le courant est bien passé entre vous, ou il peut vous proposer un échange de services. Parce que quand on crée, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément les moyens. Donc, proposer des échanges de services. Ok, je suis douée dans la communication, toi tu es graphiste, moi j'ai besoin de tes visuels, moi je gère la communication. Je peux t'aider, c'est donnant. Tu me fais mes flyers et moi je fais ta pub. Voilà le type d'échange de services que vous pouvez mettre en place. Donc ne restez pas isolés, sortez vraiment de l'isolement et allez rencontrer du monde. Ouvrez-vous au monde. Et n'hésitez pas à proposer des échanges de services. Le moins on dépense, le mieux on se porte. N'hésitez pas à rencontrer des juristes. Les juristes, les avocats, les notaires, en général, bon, je parle pour la France parce que je ne sais pas pour le reste. En général, la première session de visite est gratuite. Ils vous accordent la première session de manière gratuite. Alors, n'hésitez pas à aller avec toutes vos questions. Toutes les questions pensables et inimaginables. Quitte à ce que ce soit votre seule rencontre de votre vie avec un juriste. Non, quand même pas. Vous aurez besoin d'un juriste ou d'un avocat ou d'un notaire. Mais allez avec toutes les questions que vous pouvez poser sur votre projet. Rencontrez ces professionnels-là. Ils sauront aussi vous aiguiller. Parce que si je prends un exemple, Planigo ou Blablacar, ce sont des projets qui impliquent le social. Donc, il est important de savoir le degré d'implication de l'entreprise. Si jamais je prends un covoiturage et que le covoitureur me balance sur l'autoroute ou quelque chose m'arrive, quelle est la responsabilité civile de l'entreprise? Ce sont des questions qu'il faut poser. Aujourd'hui, on a ces sites d'envoi de colis. Si moi, je prends un colis de quelqu'un et que c'est de la drogue qui me met dans le sac, quelle est la responsabilité civile de l'entreprise? Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Donc, en tant que vous, créateurs et porteurs de projets, il est important que vous sachiez analyser ces aspects-là. Il est important de savoir, d'avoir des réponses à ce genre de projets avant de vous lancer. Je parle spécifiquement des projets qui impliquent l'aspect social et qui impliquent justement qui reposent en fait sur la confiance. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ce sont des projets qui reposent sur la confiance. Parce que vous ne pouvez pas intervenir dans toutes les transactions, tous les échanges qui se passent entre vos clients. Donc, il est important de se couvrir parce que la loi, ça va vite.
Et franchement, s'il y a préjudice, vous êtes capable de perdre des millions dans ces histoires-là. Et de perdre peut-être votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer des juristes, n'hésitez pas à aller rencontrer des avocats pour pouvoir savoir comment vous couvrir pour votre projet. Est-ce qu'il est nécessaire d'établir un brevet? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une licence? Est-ce que... Parce que vous pouvez mettre en place une idée révolutionnaire, vous ne vous rendez pas compte. Et demain, quelqu'un copie, le chinois lambda vient, il copie, et puis c'est lui qui mange l'argent sur votre projet. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. La propriété intellectuelle aujourd'hui, c'est super important. Mais si vous n'allez pas taper les portes, si vous n'allez pas fouiller, vous ne pourrez pas avoir ce genre de réponse. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce truc. Donc, n'hésitez pas à aller dans les salons, n'hésitez pas à aller dans des espaces de networking, n'hésitez pas à faire des formations d'entrepreneurs. Il y a plusieurs formations. Il y a des formations, mettre en place des business plans. Il y a, par exemple, au Cameroun, je ne sais pas pour faire de la publicité, mais il y a le Bukaru qui met des sessions en fait pour aider les entrepreneurs. Il y a les Thursday, les Digital Thursday. Ça, c'est pour ceux que je connais et ceux que je suis. Mais il y a pas mal d'actions comme ça qui sont mises en place pour aider les entrepreneurs à se lancer et à résoudre certains problèmes, mais à surtout vaincre l'isolement. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers ce genre d'organisme et vers ce genre de réseau d'entrepreneurs. Il y a le GICAM, il y a plein de choses. En France, il y a la BGE, il y a la PCE, il y a les chambres de commerce, il y a les réseaux d'entrepreneurs, il y a CAEFRA qui est en train de se lancer là. CAEFRA, c'est ce que nous voulons mettre en place, c'est ce que je veux mettre en place. Donc, il y a pas mal d'organismes comme ça qui sont là pour vous aider à vaincre l'isolement et à avoir les réponses à vos questions, parce que vous allez rencontrer pendant ces moments-là des personnes qui ont déjà créé et qui sont déjà passées par certains problèmes que peut-être vous aujourd'hui vous rencontrez. Donc ça, c'était mon 5e point. Sortez de l'isolement, créez-vous des relations, des réseaux. Le 6e point, quand vous avez déjà répondu à toutes les 5 précédentes questions, vous avez déjà traité les 5 précédents points, n'hésitez pas à vous créer une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, il est temps pour vous, après avoir validé tous ces points, et quand vous êtes sûr que ok, vous vous lancez dans ce projet-là, il est temps pour vous de vous révéler au monde. Je n'encourage pas de créer le statut d'entreprise tout de suite, parce que créer une entreprise, ça implique avoir des charges. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Dès le premier, j'avais même pas encore eu l'année dernière, j'avais même pas encore de chiffre d'affaires. En fonction du statut que vous choisissez, j'ai commencé à avoir des charges de 3 000 € qui sont arrivées me trouver à la maison. Alors que j'ai fait 0 de chiffre d'affaires, je peux vous assurer que ça fait mal. Et c'est dur. Parce que quand vous devez sortir 3 000 € alors que vous n'avez fait que 0 de chiffre d'affaires, c'est vraiment compliqué. Donc faites attention, ne créez pas. Et c'est une dame qui m'avait justement dit ça, une femme qui est responsable d'une niche d'entreprise, qui m'a dit: Esther, vous savez, vous n'avez pas besoin de créer tout de suite. Vous avez, même la loi vous donne le droit de tester votre produit pendant 3 à 6 mois. Et là, maintenant, à partir du moment où vous commencez à avoir des rentrées d'argent, oui, vous pouvez créer, parce que vous savez que vos charges pourront être couvertes par les entrées d'argent que vous faites. Donc, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est possible vraiment de gagner sa clientèle, de pouvoir de se faire une notoriété via Facebook. Créez-vous une page Facebook, animez la page Facebook. La publicité sur Facebook, ce n'est pas grand chose. Il y a plein de tutos sur YouTube, il y a des webinars. Regardez les webinars, n'hésitez pas à regarder les conseils des marketeurs. Bref, il y a pas mal d'astuces gratuites qui sont en ligne, qui vous permettent d'ajuster, de gagner vos clients sur les réseaux sociaux, qui vous permettent de trouver comment faire pour monétiser, comment faire pour accrocher vos clients, comment faire pour les faire rester. Il y a pas mal de liens comme ça sur YouTube, des webinaires qui sont mis en place. Suivez des entrepreneurs, abonnez-vous aux pages entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent leurs bons plans, les astuces pour pouvoir réussir. Donc, je recommande aussi à l'entrepreneur d'aller sur Twitter pour ouvrir une page de votre entreprise. Mais attention, de la même manière que l'information est reliée très rapidement sur Twitter, de la même manière où un faux pas sur Twitter peut être préjudiciable pour votre entreprise. Donc, assurez-vous d'avoir un certain recul sur Twitter, parce que moi, j'ai eu des catastrophes sur Twitter.
qui m'ont même fait fuir Twitter pendant quelques temps. Donc vraiment, ayez un recul et assurez-vous d'avoir un service client irréprochable sur Twitter. Vraiment irréprochable. Parce que je dis avec les réseaux sociaux, tout le monde se plaint de tout pour rien. Chaque quelqu'un est énervé, il décide de gâter l'image de ton entreprise. Bref, avec les réseaux, les réseaux sociaux, on a du bon comme du mauvais. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fuir. C'est le meilleur moyen d'accéder justement et de toucher de sensibiliser les personnes. Donc n'hésitez pas à vous lancer sur les réseaux sociaux. Investissez dans la publicité, même si ce n'est pas grand chose. Hein. Moi, je fais souvent des publicités à 10-15 euros pendant une semaine, 2 semaines. Et en fonction de ça, je choisis l'audience, je choisis où est-ce que je veux que les gens soient sensibilisés, etc. Et en fonction de ça, ça va vous permettre de vous faire connaître. Et donc, bref, les astuces sont là sur Internet. Si on a plein, si vous voulez, je pourrais vous partager certaines bonnes vidéos et certaines personnes que je suis pour pouvoir justement ajuster ma communication sur les réseaux sociaux. Donc, écrivez des articles, n'hésitez pas à faire des lives, n'hésitez pas à faire à solliciter des magazines qui pourront vous faire de la publicité, mettez en place des jeux concours via vos différentes pages qui impliqueront davantage votre clientèle. Faites-vous connaître des autres, nouez des relations avec les autres pages, ne restez pas seulement sur votre page, allez voir d'autres pages et tout le reste. Allez voir si, je sais pas, si vous vendez des jus d'orange comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire un partenariat avec une page de pâtisserie par exemple. Comme ça, vous pouvez décider tous les deux de mettre en place une session de dégustation où vous aurez votre jus et la pâtissière fera grouper ses cupcakes. Et comme ça, tous les deux, vous êtes gagnant-gagnant et vous partagez les coûts de publicité et vous créez un événement à deux. Donc vraiment, ça rejoint le point que je disais avant. N'hésitez pas à vous nouer des contacts et faites-vous connaître des autres. En nouant des relations avec eux, ils pourront facilement relayer votre information et vous faire de la publicité. Donc ça, c'était les 6 points que je voulais partager avec vous sur les choses à savoir avant de se lancer. J'ai un bonus, j'ai vraiment un bonus pour vous, le 7e point. Maintenez une relation constante avec votre clientèle. N'hésitez pas à personnaliser chacun de vos clients et à leur montrer que vous êtes présent auprès d'eux et à écouter et que vous êtes là pour écouter leurs besoins et leurs suggestions. Demandez toujours l'avis du client. N'hésitez pas à faire des enquêtes de satisfaction. Soyez toujours alerte sur les retours d'expérience de vos utilisateurs. Il est important pour une entreprise d'être flexible. C'est plus que primordial. Et il faut savoir être alerte aux potentielles évolutions du marché. Ça va vous permettre d'ajuster le tir. Bonsoir Armel. Ça va vous permettre d'ajuster le tir quand il sera nécessaire. Parce que si vous ratez un changement, ça va être préjudiciable. Donc, des clients mécontents, surtout à vos débuts, c'est une très mauvaise publicité pour votre business. Donc, tâchez de choyer et de chuchoter chacun de vos clients comme des bébés. Le fait qu'ils se sentent uniques, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent valorisés, franchement, ça va augmenter leur degré d'implication à votre marque. Donc, voilà. Si vous avez réussi à valider ces 7 étapes que je vais résumer, donc étape numéro 1, les choses à savoir avant de créer son entreprise, écrire son projet sur un papier en répondant à toutes les questions inimaginables et envisageables que vous avez. En deuxième position, je vous demande de tester votre service ou votre prototype, votre produit auprès de votre clientèle. En troisième position, établissez une étude de marché. C'est primordial, c'est indispensable, c'est incontournable, c'est tout ce que vous voulez. En quatrième position, établissez un business plan. Le business plan qui va reposer sur votre étude de marché qui va vous permettre de savoir quelles seront vos charges et quelles seront surtout comment vous allez faire pour monétiser votre produit et à partir de combien de temps vous serez rentable. Ça déjà c'est bien à savoir pour vous, ça vous donne une bonne visualisation de votre projet. En cinquième position, qu'est-ce que j'ai dit? Après le business plan, créez-vous un réseau. Créez-vous un réseau, recherchez des financements. N'hésitez pas à contacter des organismes d'accompagnement. Donc, ça va vous permettre de pouvoir répondre à certaines questions que vous vous posez, de pouvoir rencontrer des personnes qui ont des potentiels partenaires, des potentiels investisseurs, des potentiels cofondateurs, etc. En sixième position, créez-vous une visibilité sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, les webinars, les Facebook Live, les périscopes,
les blogs. Il y a LinkedIn aujourd'hui qui est très bien et qui est un réseau professionnel. Donc voilà. Et en 7e position, donc le 7e et dernier point qui est pour moi l'astuce cadeau que je vous donne, maintenez une relation constante avec votre clientèle. N'hésitez pas à lire les commentaires, n'hésitez pas à répondre aux commentaires de manière courtoise. Parce que même si vous avez un client qui est déçu de votre service, le simple fait de répondre de manière courtoise en calmant le jeu en disant « Madame, nous sommes désolés que vous n'ayez pas apprécié notre jus, nous sommes désolés que vous n'ayez pas apprécié notre hôtel. Nous espérons mettre tout en œuvre pour que une prochaine fois, si vous revenez, nous pourrons satisfaire votre demande. Vous pouvez dire que ok madame, vous n'avez pas été satisfaite, nous vous proposons pour une prochaine fois d'avoir 10% de réduction sur votre prochaine note d'hôtel, etc. » Le client va se sentir écouté, va se sentir chouchouté et ça va même apaiser son cœur. Ce sera comme un baume sur son cœur. Ça va apaiser son cœur. Surtout la réduction. Je vous assure que si moi je suis fâchée contre un hôtel et l'hôtel me dit madame, je vous offre 10% de réduction et je mettrai tout en place pour que votre prochain séjour chez nous se passe bien. Mais je vais revenir. Pourtant j'ai mis un avis, j'ai mis un mauvais avis. Mais le simple fait que l'hôtel ait eu du tact et une bonne manière de me répondre va me calmer. Et c'est même moi qui vais encore faire la publicité de cet hôtel. Donc, n'hésitez pas à maintenir une relation constante avec votre clientèle. Voilà, ce sont les 7 points que je voulais partager avec vous. Si vous avez réussi à valider ces 7 étapes, je vous annonce que vous êtes prêt à créer votre entreprise. Alors, ne tardez plus, établissez vos statuts, légalisez toutes choses et bon courage pour votre entreprise. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si jamais il y a des questions, je vais essayer de regarder si j'ai des questions parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup pris la peine de regarder. Patrick, je sais pas si je t'ai répondu, mais sinon je répondrai en commentaire pour les outils gratuits pour les études de marché. Je mettrai en commentaire pour vous partager quelques outils gratuits d'études de marché que j'ai trouvé sur internet. Sabine, également pour toi, comment faire une étude de marché? Je pense que j'ai répondu tout à l'heure, mais sinon on pourra en discuter. Je te mettrai certaines choses en commentaire, je te répondrai en commentaire. Donc comme j'ai dit, il y a des questions qui reviennent toujours sur l'étude de marché, c'est le sexe, l'âge, la situation professionnelle, la géolocalisation souvent. Et qu'est-ce qui revient? Il y a des questions comme ça qui sont communes à en général, qui sont bonnes à savoir. Et après c'est des questions qui sont spécifiques au projet que tu veux lancer. Donc, comme j'ai dit pour Planingo, je ne sais pas si tu te souviens de l'étude de marché que j'ai eu à faire l'année dernière, c'était de savoir est-ce que les gens voyagent, à quelle fréquence ils voyagent, combien ils sont prêts à mettre pour voyager, quels sont les services qu'ils souhaiteraient avoir en fait, parce qu'il faut faire souvent des questions ouvertes pour proposer au client de laisser libre cours à son imagination. Ça vous permettra même vous de voir des aspects que vous n'avez peut-être pas forcément visualisés pour votre projet. Donc j'avais demandé est-ce qu'ils sont prêts à voyager avec des inconnus, est-ce qu'ils sont prêts à utiliser une plateforme comme la mienne, qu'est-ce qui les incitera à voyager avec des inconnus, est-ce que c'est le fait de partir rencontrer de nouvelles personnes, ou est-ce que c'est le fait d'avoir des tarifs préférentiels, ou c'est le fait de partir en groupe, etc. Donc ça, ce sont des questions propres et spécifiques à Planingo. Pour le cas de l'exemple du lancement du jus de fruits que j'ai pris tout à l'heure, les questions que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous êtes plus sucré ou est-ce que vous êtes plus pas trop sucré, est-ce que vous faites attention à votre ligne, est-ce que vous avez des allergies, à combien vous êtes prêt à acheter un jus d'orange, où est-ce que vous achetez votre jus d'orange, est-ce qu'il y a d'autres variantes de jus que vous pouvez consommer, est-ce que c'est du kiwi, est-ce que c'est de la passion, est-ce que voilà, des questions comme ça qui me viennent à l'esprit là tout de suite par rapport au cas spécifique que j'ai développé pendant tout le live, donc sur le jus d'orange. Donc si tu as d'autres questions, on en parlera et puis je te répondrai en commentaire. La dégustation des billets d'avion. Non, je crois pas, non, princesse, ça ne risque pas d'arriver. Alors, princesse, de quel lien tu parles? Oubliez le lien. De quel lien tu parles? Est-ce que tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Armel, oui, tu es en retard, mais bon, je vais mettre en place le replay. Le business plan n'est pas souvent évident parce que les gens, l'entrepreneur, ne maîtrisent pas souvent le marché. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était important de réaliser une étude de marché. Moi, par exemple, je n'ai pas de business plan. Enfin,
Si, maintenant j'en ai un qui n'est pas encore terminé. Mais j'ai fait mon business plan en décembre parce que je voulais rencontrer j'avais des investisseurs à rencontrer en début d'année. Mais moi, j'ai lancé Planning en février et le business plan, je l'ai fait en décembre, quoi. Entre-temps, moi, mon étude de marché a été réalisée en mars ou avril, en début été en fait. Oui, mon étude de marché a été réalisée en mai ou en juin. Donc, c'est à partir de mon étude de marché que j'ai pu réajuster, que j'ai pu lancer mon projet. Donc, le business plan, et puis pour les nouveaux entre guillemets, les nouvelles startups, les nouveaux projets, c'est difficile de réaliser une étude de marché, un business plan parce que ce sont des projets des projets entrepreneuriaux qui n'existaient pas déjà au préalable et donc on ne peut pas se baser sur ce qui a déjà été fait. Comme par exemple, si quelqu'un veut créer une boutique, on peut se baser sur les boutiques autour, des gens qui ont créé des boutiques comme lui, machin, en fonction de la zone géographique où veut s'implanter et tout ça. Les nouveaux projets, les nouvelles startups aujourd'hui, comme la mienne, comme les trucs d'envoi les startups d'envoi de colis et tout, etc., etc., ce sont des phénomènes qui sont naissants et donc il est difficile d'établir des études de marché, des business plans pour ce genre d'entreprise. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit en fait. C'est ce que la dame de responsable de la ruche d'entreprise m'avait dit. Et c'est pour ça que même pour le banquier, c'est difficile de donner un prêt à ce genre d'entreprise parce qu'on ne sait pas si ça va s'arrêter du jour au lendemain ou pas. Donc voilà. Ok pour les outils. Alors, les liens pour faire plus d'espoir. Oui, ok, je mettrai les liens en commentaire, je mettrai les liens à la fin et j'hésiterai pas à partager sur mon Facebook. Donc voilà, si je n'ai pas d'autres questions, j'ai quand même duré 1 heure par là. Je pensais faire 30 minutes, 30-45 minutes maximum. Donc si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ferai un article pour résumer tout ce que j'ai dit et je le publierai sur mes différentes pages. La vidéo sera en rediffusion de toute façon et je ferai un article pour publier tout ce que j'ai dit ce soir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez ma page personnelle Esther Fautier, vous avez mon Facebook. Pour rappel, le 6 octobre, le jeudi 6 octobre au bar de Bise, il y a le lancement de mon agence Kaifra. Kaifra, c'est quoi? C'est une agence qui met en place, là on va commencer par des after-work sur le thème de l'entrepreneuriat. Le premier thème que nous allons aborder, c'est comment gagner ses premiers clients via les réseaux sociaux. Ce sera Grace Malanda qui est la créatrice du blog elselance.com. C'est un super blog avec de super beaux articles. Donc je vous invite à lire, à découvrir son blog. Donc elle viendra nous parler de comment faire pour gagner ses premiers clients via les réseaux sociaux. Donc, comme j'ai abordé le 6e point qui était de créer vos pages sur les réseaux sociaux, donc elle développera ce point et vous aurez la possibilité de découvrir les projets de certains, de découvrir en fait, vous aurez la possibilité de rencontrer, de participer à des pitchs des personnes qui ont déjà créé et qui viendront vous présenter leur entreprise. Ensuite, ils auront des stands pour pouvoir répondre, il y aura une session réponse aux questions. Ils pourront répondre à vos questions et il y aura des stands pour en savoir plus sur leurs produits, leurs projets, etc. Et ensuite, à la fin, j'ai mis en place un jeu concours qui vous permettra de soutenir à l'aide de 1 euro symbolique le projet coup de cœur que vous aurez adoré pendant la soirée. Ensuite, ce sera une soirée networking. Donc, pour ceux qui sont les créateurs, pensez à vos cartes de visite. Vous aurez la possibilité de rencontrer des porteurs de projets ou des créateurs ou des personnes, des entrepreneurs, des financiers, etc. Donc, on essaie d'avoir du beau monde. Donc, si vous n'êtes pas shy, si vous n'êtes pas timide, vous saurez vous nouer de très, très, très beaux contacts. Donc, comme ça, ce sera la première et on espère vraiment pouvoir mettre en place ces ateliers-là une fois, un jeudi par mois. Ces afterwork un jeudi par mois avec des différentes thématiques. Donc, je suis ouverte à toute proposition, à toute suggestion de thèmes. Si vous avez des thèmes, par exemple, qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire, voilà Esther, j'aimerais par exemple assister à un événement où on parle de tel sujet. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager le lien. Oui, Ahmed, je partage, je pense, au-delà du Cameroun, mais pour le moment, comme c'est un début et que je suis en France, je suis obligée de tester le produit de manière locale avant de pouvoir plus ou moins l'exporter. Donc c'est ça l'idée. Mais je pense vraiment à le faire au Cameroun. J'attends d'abord de voir comment ça va fonctionner ici et quels seront les retours que j'aurai déjà ici en France. Donc je vous attends nombreux. J'ai mis en place sur Facebook le
le lien de l'événement. Ce sera le jeudi 6 octobre de 19 h à 2 h du matin. Ce sera avec Franklin en mode qui va mixer au platine. Et donc ce sera aussi donc, entrée à 15 €. 15 € l'entrée avec dégustation, une consommation offerte. Il y a la possibilité de dîner sur place. N'hésitez pas à partager, encourager, partager. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo, cette vidéo d'1 heure a su vous aider et a su répondre à certaines questions que vous vous posez. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la prochaine.